Paul Tombal est agrégé de biologie, il est enseignant-chercheur à l'université de Lille 1. Il travaille depuis de nombreuses années sur l'écologie et la phytosociologie forestière, et vous savez qu'il est un expert reconnu des continuités écologiques forestières. C'est donc le thème qu'il va aborder, et il va nous décrire les éléments à prendre en compte pour assurer les besoins de déplacement des grands animaux. Merci. Le cloisonnement des espaces forestiers par le réseau humain nécessite des efforts de décloisonnement. On en verra un résultat encourageant avec la programmation des passages à faune de la RN2. Le but est de préserver la plus grande surface forestière continue possible, nécessaire surtout à la nature, bien d'intérêt collectif, mais aussi à la chasse et à la vénerie. Tous les chasseurs et veneurs peuvent être actifs dans l'évolution de leur territoire, c'est-à-dire défendre les forêts contre les coupures et le morcellement, s'enquérir de la législation, des techniques, intervenir lors des enquêtes publiques, mais surtout anticiper en faisant des propositions scientifiques le plus en amont possible des projets, susciter la protection ou la restauration des corridors, susciter des conventions de suivi et de gestion des passages à faune. Les experts en écologie considèrent les grands animaux comme un enjeu écologique fort. Les experts en écologie, qu'on appelle encore les bio-évaluateurs, parmi lesquels je pense me compter, considèrent les chasseurs et les veneurs comme compétents sur les grands animaux, leurs déplacements et leur rôle d'indicateur des continuités forestières à l'échelle régionale. En retour, les chasseurs et veneurs doivent reconnaître les compétences des écologues pour les autres espèces, coopérer avec eux le plus vite possible pour réussir la préservation, la conservation ou la restauration des continuités écologiques forestières voulues par la loi. Alors, la législation française est très intéressante parce qu'elle va nous montrer qu'on est en bonne position pour défendre les continuités. Tout d'abord, la loi de 1976 qui impose aux aménageurs des variantes de projet, c'est-à-dire les aménageurs ne peuvent pas installer leurs aménagements n'importe où, ils doivent faire des études pour rechercher les sites de moindre impact, première chose. Deuxièmement, on leur impose des mesures de réduction d'impact, donc faire des passages à faune, ou bioponts, ou ouvrages de franchissement pour la faune, rétablissant partiellement les traversées des animaux, les échanges génétiques, les équilibres biologiques interrompus nécessaires à la pérennité des espèces. Deuxièmement, le Code de l'urbanisme, article L110 et suivant, qui impose conservation et restauration des continuités écologiques, donc celles des corridors interforestiers majeurs, sont de petites surfaces de jonction, mais qui conditionnent de très grandes surfaces, élargissant domaines vitaux, équilibre biologique, échange génétique, nombre des espèces, taille des populations. Troisièmement, l'inventaire des zones naturelles, ZNIEF, zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique, où doivent figurer les corridors interforestiers majeurs. Savoir l'utiliser, inciter à le compléter, savoir le transférer vers ceux qui ont les décisions à prendre. Quatrièmement, la trame verte et bleue, législation en cours qui laisse espérer une consolidation du cadre juridique existant. Voyons maintenant la méthode scientifique pour localiser les corridors interforestiers et les passages à faune. C'est une synthèse entre les voies essentielles de déplacement des grands mammifères, exemple en utilisant les parcours de vénerie, qui indiquent les corridors grande faune, et d'autre part, les continuités boisées interforestières qui indiquent les corridors petite faune. Les parcours de vénerie sont des répliques très précises des déplacements habituels des animaux. Même chassé, le cerf ne passe pratiquement que dans les coulées qu'il connaît parfaitement, à quelques dizaines de mètres près. Les parcours répétitifs démontrent les corridors grande faune. Un premier exemple ici pour les forêts entre Villers-Cotterêts et Compiègne. Alors Villers-Cotterêts est à droite, Compiègne est à gauche, et on voit deux corridors, l'un qui est direct, le plus emprunté par la plaine de Palaine, comme on l'appelle, et le second par une petite vallée qui est la vallée de Vendy, au-dessus.
Donc 2 corridors, en fait ce sont 2 voies de déplacement essentielles. On y voit 3 continuités boisées interforestières. Bon, on ne les voit pas très bien sur ma diapo, mais elles existent au niveau de la plaine de Pallène où il y a une vieille voie ferrée, et elles existent aussi au niveau de la vallée de Vendy qui est une vallée boisée. De même au sud, un peu cachée, là on a la vallée d'Automne qui est une vallée également à continuité boisée favorable à la petite faune. Donc là c'est une voie de déplacement petite faune. Il faut savoir que si on veut défendre les choses, il faut toujours parler de toute la faune, pas seulement des mammifères. Deuxième exemple. Deuxième exemple, les forêts au sud-ouest de Villers-Cotterêts. Alors là, donc nous avons quelque chose de plus compliqué parce qu'on a la forêt de Villers-Cotterêts à ce niveau, la forêt d'Ermenonville en bas à gauche, entre les deux le bois du Roi et le corridor Villers-Cotterêts-Ermenonville qui est le principal, qui passe par le bois du Roi, on le voit bien ici, par des parcours anciens et récents des serres entre ces deux forêts-là. Deuxièmement, on a le corridor Alat qui est à 10 verticules du précédent, et le corridor Automne qui est là-haut. On a 3 cloisonnements. L'autoroute A1 qui est tout à fait à gauche, au milieu le TGV Nord, et ici la N2. Alors l'intersection, on a vu les corridors, maintenant l'intersection entre les parcours des animaux et les grandes voies de déplacement, à condition de prendre bien sûr les parcours d'animaux avant la coupure, donne l'emplacement des passages, évidemment. Donc on a les 3 passages, par exemple ici, sur le TGV Nord. On a 3 passages sur la N2 également, qui sont aux intersections de même. On a un passage aussi sous-étable, par exemple, là-bas tout à fait à gauche, sur l'autoroute A1, qui bien sûr n'existe pas, mais qui serait sous-étable. Vous voyez, c'est la notion de passage sous-étable. Alors voyons maintenant un exemple de carte pré-aménagement, et c'est le document essentiel que je voudrais présenter. Alors, il s'agit scientifiquement, ici au 200 millième, de faire un document scientifique non officiel. Celui-ci a été publié en 1999 par la MBE, l'Association multidisciplinaire des biologistes de l'environnement, qui est un bureau d'études auquel je faisais partie, et qui a été rendu public, etc. La carte doit être réalisée collégialement entre chasseurs-veneurs et scientifiques. Elle peut être établie par une fédération de chasse avec l'aide de scientifiques ou d'un bureau d'études spécialisé, puis rendu public en particulier vers les différents acteurs, préfets, DREAL, DDT, ONF, communes concernées, etc. Alors ce document-ci montre ici le corridor nord de Paris qui fait 120 km depuis la forêt de l'Isle-Adam jusqu'à la forêt de Saint-Gobain dans l'Aisne, 120 km, donc ce n'est pas rien. Avec une dizaine de forêts, 10 forêts et 10 corridors. Les corridors apparaissent en rose. Ici, vous voyez que c'est des petites surfaces qui conditionnent des relations sur des grandes surfaces. Donc c'est très important. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure, elles tombent sous le coup de la loi. Donc ces zones-là sont protégées par la loi, d'une manière particulière, notamment vis-à-vis des opérations d'aménagement ou d'urbanisme. Donc 10 corridors, il y a 5 cloisonnements. Bon, ça, on est près de Paris, donc on a quelque chose évidemment qui est net de ce côté-là. On a en particulier, on voit ici la N2, tout à fait à droite, verticalement ici. On a le TGV, on a encore l'autoroute A1, bien sûr. On a, chose intéressante à noter ici, entre Compiègne et Lègue, la N31, Rouen-Reims, pardon, qui passe par la forêt de Lyon, c'est qui passe par l'entre-deux, forêt de Compiègne, forêt de Lègue. Donc là, elle va se mettre à 4 voies, il va falloir faire très attention à ce projet et faire ce qu'il faut.
Alors je voulais encore montrer le continuum urbano-industriel qui est tout à fait à gauche. C'est celui de la vallée de l'Oise, bien sûr, qui est encore un cloisonnement qu'il faut prendre en compte. Alors j'attire tout de suite l'attention sur l'essentiel, sur les 6 passages faunes en forêt de Villers-Cotterêts. Ils sont ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a le 6e est au Bois du Roi. On va voir tout à l'heure que ces préconisations ont été prises en compte. Alors ça, c'est une carte au 25 millième qu'on doit faire après celle précédente qui était au 200 millième pour montrer de plus près les corridors. Ça, c'est le corridor entre Chantilly au sud et Alatte au nord. Donc il y a une zone en rouge qui est le goulet d'étranglement qui est large seulement de quelques centaines de mètres. Et puis vous avez surtout la coupure par la route donc Senlis-Creil qui est à 4 voies, qui a déjà été mise à 4 voies et qui donc n'est plus qu'à 2 voies à la partie sud et les animaux sont obligés de passer par ce secteur-là. Alors que les voies normales sont l'une près de la base de Creil, tout à fait à gauche, et l'autre ici, plus à droite, donc dans l'axe vertical du système. Donc 2 voies de déplacement, 2 bioponts, 2 passages à faune normaux qui doivent être prévus. Bon, alors je voulais vous montrer ce document qui est le document Passage pour la grande faune édité par le CETRA, qui doit être connu des chasseurs. Il coûte 40 €, il doit être acheté. Alors pourquoi il est important? Parce qu'il donne les normes minimales que la loi doit respecter pour faire les passages à faune. Par exemple, pour le cerf, il faut 25 mètres en passage supérieur et un ouvrage tous les 2 km. Bon, tout ça c'est dans le bouquin, ça vaut 40 €. Si on ne se défend pas, c'est sûr qu'on est mal placé pour défendre nos grandes surfaces. Alors, des exemples techniques maintenant de passage. Le plus important, j'insisterai sur celui-là, c'est celui du TGV entre la forêt d'Ermenonville à gauche et la forêt et le Bois du Roi à droite. Alors, il marche magnifiquement. Ce qui vaut le coup d'être dit pour lui, c'est qu'il marche bien parce que l'autoroute est en déblai, elle est en tranchée, vous voyez, à 10 mètres de profondeur, et les animaux restent sur le terrain, sur la surface naturelle. Alors ça, c'est le principe de base. Il faut que l'infrastructure soit enterrée, soit en tranchée, comme on dit. La deuxième chose, c'est qu'on a eu 80 mètres, et ça, c'est dû aux efforts, à l'influence à la fois des élus, des chasseurs, des élus, des chasseurs, oui, et des associations de protection. Donc vous voyez, il faut être à plusieurs pour emporter le morceau. Le maître passage de Villers-Cotterêts qui est en construction, là, qui a l'intérêt d'être fait sur une mise à 2 fois 2 voies qui est très ancienne, et en rattrapage, si on veut, sur une route qui circulait, donc sous circulation. Alors le passage d'Epfig près de Célestat, il est intéressant parce que là les animaux montent carrément à 10 mètres de haut pour passer au-dessus de la route. Alors l'important c'est qu'il doit avoir une surface horizontale en haut très longue pour que les animaux qui montent ici, vous voyez, voient de l'autre côté pour s'engager. Donc ça c'est le secret, il faut absolument le savoir. Bon, le CETRA nous dit que le bilan c'est 184 passages en un an sur ce pont d'Epfig, donc ces passages dénivelés où on fait un très grand remblai, vous voyez les courbes de niveau ici, fonctionnent quand même moins bien que le passage à niveau, on peut dire, du TGV, mais fonctionne quand même. Alors je passe rapidement au programme de modernisation, à la programmation pour la N2. Alors vous voyez, les 6 passages ont été retenus dans la programmation qui a été demandée par l'AMBE en 1999. Donc vous voyez, il faut faire des propositions. Si on n'en fait pas, on n'a pas de base ensuite pour avoir un effet sur l'évolution des aménagements. Alors, ce qui vaut le coup d'être dit quand même, c'est que cette proposition de la MBE en 1999 a été assortie
outre les 6 passages, de 15 millions d'euros pour faire ces 6 passages. Et ces 15 millions d'euros étaient entérinés dans l'étude d'impact de l'enquête publique. En conclusion, rappelons les actions pour la sauvegarde des continuités forestières dans lesquelles tous les chasseurs et veneurs peuvent s'investir. Outre la carte préaménagement à établir collégialement, capitale parce qu'elle fait le point sur les sites majeurs où doit porter l'attention et l'action, il faut suivre attentivement tous les projets d'aménagement ou d'urbanisme dans les corridors ou à leurs abords immédiats. Dans les abords des passages à faune, notamment au niveau des enquêtes publiques, en faisant des apports, des observations collectives, fédérations des chasseurs ou individuelles, en concertation avec d'autres, amis des forêts, associations de protection. Être à la disposition de l'équipement ou du maître d'ouvrage pour donner des compléments utiles sur les grandes voies de déplacement de la faune, avant bien sûr la construction. Participer au suivi et à la surveillance du fonctionnement des corridors, inviter et aider à la restauration des corridors dégradés, susciter, participer à des conventions de gestion des passages à faune et de leurs abords. Veneurs, vous maintenez une tradition exemplaire, vous pouvez faire mieux, devenez des acteurs du développement durable de votre région. Je vous remercie de votre attention. Merci à Paul Tombal.